Donc, ça vient avec une certaine détresse, si on veut, là. Mais il y a aussi le fait que je suis toujours vivant. Donc, c'est une période très difficile là, du point de vue psychologique. Rapidement, les Japonais vont leur expliquer c'est quoi qu'ils vont faire pour le... Pour ce qui est des Royal Rifles, ce que ça voulait dire en termes pratiques, là, c'est ils ont rendu leur arme. Une scène, comme on peut imaginer, là, dans un tas, une pile. Ils rendent leur arme. Et là, ils sont ordonnés de commencer à marcher. Et puis, sous le regard de mitrailleurs, commence une longue marche d'à peu près, moi je dirais, c'est à peu près 10 km. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du côté sud de l'île de Hong Kong. On va se rendre jusqu'à North Point. North Point se trouve, comme le nom l'indique, sur le côté nord de l'île de Hong Kong. Puis là, les soldats, ils ont faim, ils sont blessés. Certains blessés sérieusement. Puis la macabre marche vers North Point se conclut avec leur arrivée. Le premier camp dans lequel ils se retrouvent. On voit là que ça a subi là, les effets du combat. Il y a des trous dans le plafond. On voit qu'il y avait eu des chevaux dans le camp, etc. Donc, c'était pas nécessairement des conditions très salubres. Ils se retrouvaient dans des cellules de 8 pieds par 8 pieds, à peu près. Là. Un petit peu plus que 2 mètres par 2 mètres, ça, si vous préférez. Ils se retrouvaient 5 ou 6 par petit cubicule. Okay. À leur arrivée du camp de North Point. Puis, dans les jours qui ont suivi leur arrivée au camp de prisonniers de North Point, il y a 3 jeunes soldats des Winnipeg Grenadiers qui se sont évadés. Mais par contre, ils ont été capturés de façon quand même assez rapide. C'était pas facile de se dissimuler là, à travers la foule. Là. Ils ont été ramenés. Et puis, ils ont assemblé tous les prisonniers dans le camp. Et puis, devant tout le monde, ils sont décapités. Un peu pour servir d'exemple, de leçon et d'avertissement. Là. Pour les prochains qui auraient l'envie de se sauver. Quand même assez intense là, comme expérience. Il y a comme 2 éléments là, subséquents. Tu viens de vivre ton baptême du feu. T'as passé comme 2 semaines au maximum. L'enfer. Là, Tu tombes dans une zone de complète insécurité et tu dis qu'est-ce qui va se passer de ma vie? L'inconnu. Là. Puis là, tu tombes dans le camp. Puis là, tu dis... Tu sais la date de rentrée, mais quand est-ce que ça va finir? Exactement. Donc, au quotidien, pas longtemps après leur arrivée à North Point, il y a une routine quotidienne qui s'installe. Directement, l'autre côté du Havre, à Hong Kong, se situe l'aéroport de Kai Tak. Et à l'époque, l'aéroport de Kai Tak avait une piste d'atterrissage qui était jugée trop courte par les Japonais. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est... En fait, l'aéroport de Kai Tak, une extrémité, c'est le Havre comme tel, c'est directement sur l'eau. Et puis, l'autre extrémité, il y avait une colline. Et puis, les Canadiens, prisonniers de guerre canadiens, leur emploi, là, si on veut, là, c'était d'éliminer la colline au pic-papel, là, comme on dit. Là. Et puis, les journées commençaient à la levée du soleil et ils se levaient à North Point, prenaient un traversier, traversaient le Havre, se rendaient à Kai Tak, passaient la journée au pic-papel. Puis, c'est là aussi que on commence à avoir les premiers indices de ce qui allait être un des éléments les plus difficiles pour les prisonniers, le manque de nourriture. C'est du riz, du bok choy. Ça ressemblait pas mal à ça. Un régime très pauvre en protéines et en vitamines qui a causé son autre problème aussi. Selon la Convention de Genève, on peut pas utiliser les prisonniers pour le travail forcé. Ça fait que déjà, le Japon se positionnait comme à l'encontre de la Convention de Genève parce qu'il utilisait soit qui étaient des camps de prisonniers, mais ceux qui pouvaient travailler étaient automatiquement affectés du travail forcé. D'accord, ouais. C'est ça. La Convention de Genève en a pris pour son rhume à Hong Kong. Hong Kong est sous le joug japonais en général. Là. La routine, de façon quotidienne, ressemblait à ce que j'ai décrit. Là. Et puis, au mois de septembre 1942, donc à peu près 10 mois plus tard, après être prisonnier, là, les effets là du régime, là, comme je disais, là, qui était pauvre en protéines et vitamines, etc., la charge de travail, les conditions d'insalubrité dans le camp, etc., commencent à avoir des effets. Là. On commence à avoir l'apparition de maladies telles le béri. Je peux voir là, par le visage que tu viens de faire. C'est une condition là, qui affecte essentiellement tout ton système immunitaire qui fait défaut. Là. Donc, c'est ça. Ça, c'est dû à une carence en vitamines.
Puis ça, climat tropical, donc Ouais, les dysenteries, exactement. diphtérie, toutes les... Exactement. Puis tu mentionnes diphtérie particulièrement virulente. Donc la décision fut prise en septembre 42 de déménager les prisonniers du camp de North Point. On les retourne du côté du continent au camp de Shem Shui-Po. Si vous avez bien écouté, Shem Shui-Po, c'était les premières baraques que les Canadiens ont occupées lorsqu'ils sont arrivés à Hong Kong un an auparavant. Par contre, quand ils sont retournés comme prisonniers de guerre, les conditions étaient pas tout à fait les mêmes. Là. Le camp, il restait plus de vitres, de châssis, plus de portes. Des trous dans le toit, etc. Là. Donc, on déménage tout ce beau monde-là, tous les Canadiens, on les déménage à Shem Shui-Po, et puis là, les décès commencent à s'accumuler. C'est de façon tragique, là, puis de façon régulière. De septembre 42, aller jusqu'au début du printemps 43, là, il y en a au-dessus de 100 qui décèdent de diverses maladies, là, mais plus particulièrement de la diphtérie. Là. Et tout commence par la malnutrition. C'est ça. Exactement. Au printemps 43, la décision fut prise de prendre les prisonniers qui étaient plus en santé, là, les moins malades, là, si on veut, puis de les envoyer du côté du Japon. Ceux qui sont pas en assez bonne forme, là, si on veut, pour survivre le voyage, demeurent à Hong Kong. Ça fait qu'il y en a une proportion importante là, qui ont resté à Hong Kong. Là, ceux qui étaient plus malades ont resté à Hong Kong, tandis que ceux qui étaient meilleure santé, si on veut, se retrouvent à ce qu'ils appelaient les navires de l'enfer. En anglais, ils appelaient ça des hell ships. Dans le cas des Gaspésiens, là, il y a Bill McWhorter va être un participant dans les événements là, que je vais décrire dans un instant. On a pris 700 quelques Canadiens. On les a mis dans la cale d'un navire. Pas de lit, pas de siège, rien de ça. Là. C'est dans le fond de la chose. Pas de toilette. Et puis, on fait le trajet de Hong Kong aller jusqu'au Japon. Un trajet qui a pris, je crois, 4 ou 5 jours. Et puis, il y a quelqu'un qui était là, monsieur Lance Ross, sergent Lance Ross. Puis, s'il y a quelqu'un qui veut faire une recherche Google sur un personnage, moi, je trouve que c'est un personnage héroïque, là, le sergent Lance Ross. Si on fait Google Lance Ross, Hong Kong, Royal Rifles, vous allez trouver tout plein d'extraits vidéo et d'écrits là, par rapport à lui. Mais lui, il décrivait la scène comme il disait il y avait 50% du monde qui avait peur de se faire torpiller, puis il y en avait 50% qui espéraient se faire torpiller. Ça fait que c'est, comme qu'il disait en anglais, là, il dit « It was 50-50 ». Ils se sont rendus au Japon sans trop de problèmes. À partir de là, ils ont été divisés là, dans différents camps. Il y en a certains qui ont travaillé dans des chantiers maritimes. Il y en a certains qui ont travaillé dans des mines de charbon. Puis on peut s'imaginer que c'est pas les conditions qu'on voit dans les sites miniers modernes. Là. Tout à l'honneur des soldats, des Canadiens, là, des Royal Rifles et des Winnipeg Grenadiers. Beaucoup d'actes de sabotage et de subterfuge pour essayer de nuire à l'effort de guerre japonais. Là. Je sais qu'on discutait, Félix, à un moment donné, on parlait d'un navire, puis tu comptais là, qu'il y avait quelqu'un qui parlait des rivets. Monsieur Percy Simpson, oui. Qui faisait 1 rivet, 2 rivets, il sautait rivet. S'il peut couler, le maudit. Oui, c'est ça. Sûrement dans la langue de Shakespeare. Oui, c'est ça, oui. La langue de Shakespeare la plus colorée. Oui. Puis le Lance Ross, lui aussi, il décrivait des instances là, où il prenait l'équipement, les foreurs qui servaient là, pour les mines de charbon. Et puis, tous les efforts ont été faits là, pour briser ces équipements. Puis aussi, il y a eu un incident en particulier là, où ils ont mis feu à une génératrice sous terre. Les Canadiens étaient prisonniers de guerre, mais ils n'ont jamais arrêté de combattre. Là. Il y a des soldats là, parmi eux là, qui ont, comme je disais, là, qui ont tout fait pour essayer de nuire aux efforts japonais. Au péril de leur vie. Péril de leur vie, certain. Toute tentative de sabotage aurait été sûrement... Si vous étiez pris, c'était la fin. C'est la fin, certain. C'est la fin, certain. Il n'y avait pas de tribunal. C'était instantané. Lui qui supervisait l'opération vous éliminait. C'était la fin. Puis le même sergent Lance Ross a été pris à un moment donné avec il y avait des cartes. Il avait commencé à planifier leur pas commencé, ils ont toujours planifié leur évasion là, ils travaillaient là-dessus tout le temps. Et puis il y avait des cartes là du camp, puis des environnements, puis essayer de trouver un peu où ils étaient se situer géographiquement.
parce que il y avait pas accès à l'Internet. Les Japonais ont découvert ce plan. Donc, le sergent Ross s'est retrouvé devant le commandant du camp. Puis le commandant du camp, il a dit, on vient de trouver ça, ton plan. Puis le sergent Ross l'a regardé droit dans les yeux, il dit oui. Il dit, puis moi j'ai l'intention de m'évader, il dit, puis la guerre, il dit, elle va finir, puis c'est nous qui va gagner. De façon quand même assez rapide, le sergent Ross s'est retrouvé dans un cachot, s'est retrouvé dans un trou, essentiellement avec 3 de ses complices. Et puis, il a été forcé à se tenir debout à l'attention dans un trou là, en terre. Pas le droit de parler, évidemment. Puis, à un moment donné, parce que là, il y avait des gars qui faiblissaient là-dedans. Le sergent Ross a fait parler à un autre de ses camarades pour essayer de l'encourager à continuer tout ça. Puis, les Japonais l'ont entendu parler. Ils l'ont sorti du trou, puis ils ont fait passer un mauvais quart d'heure, comme on dirait. Là. Tabassé quand même assez violemment. Là. Ça, c'est juste un exemple là, parmi tant d'autres. Quand il y a eu la séparation des soldats, est-ce qu'il y en a qui t'ont témoigné de ce moment-là, comment c'était? Parce que on vit comme une espèce d'autarcie, vous êtes un petit groupe, vous êtes un sur les autres, très très près. C'est ta seule sécurité en tant qu'être humain d'être ensemble. Là. De tout à coup, un matin, on démembre ce groupe. Fait que les gens se trouvent éparpillés. Il y a ceux qui restent à Hong Kong, ceux qui partent pour le Japon. Là, tu dis, j'ai plus mes alliés, on pourrait dire. Déjà que t'es faible comme prisonnier, là, tu dis, là, on est morcelé, là, c'est fini. Là. Puis exactement. Puis ceux qui sont demeurés à Hong Kong étaient, comme on disait, là, étaient malades, là, étaient dans un piètre état. Oui, il y avait des scènes où deux copains, 2 camarades se retrouvent. Il y en a un qui choisit pour aller au Japon, puis l'autre reste derrière, puis l'autre qui reste derrière supplie son ami, amène-moi avec toi. Là. Je vais mourir. Le sergent Ross, justement, décrivait une scène comme ça. C'est un gars qui, tout le long de ses témoignages, demeurait calme, demeurait froid, un peu, là. Mais quand il décrivait cette instance-là, l'émotion s'est emparée de lui. Mais par contre, dans ce cas-ci, l'histoire s'est bien finie. Son ami a survécu. Ça... C'est ceux qui sont restés à Hong Kong, qui étaient malades, là, qui ne pouvaient pas être déménagés, de ne pas avoir un taux de survie devait être assez faible. C'est ça. En fait, c'est peut-être le temps d'en parler de chiffres. Dès 1976, Canadiens qui sont avec Gander. C'est ça, exactement, qui sont allés à Hong Kong. Il y en a 290 qui sont décédés durant la bataille. 291 si on compte Gander. Dès 1976 Canadiens qui sont allés à Hong Kong, il y en a 263 qui sont morts comme prisonniers de guerre. Donc presque autant que durant la période de combat. C'est énorme. Mais c'est aussi très impressionnant par rapport aux conditions de détention que tant de personnes aient survécu à ça. Absolument. Absolument. Puis ça démontre un peu la force de human spirit. La résilience. La résilience, c'est ça, là. C'est ça. Puis moi, je trouve que ces gens-là, c'est des êtres remarquables. Là. C'est des gens ordinaires dans une situation extraordinaire, c'est ça, là. C'est un peu ça, la définition d'un héros, là. C'est pas un mot que j'aime utiliser souvent. C'est pas un mot que je galvaude à gauche et à droite, là, mais... les soldats n'avaient pas nécessairement beaucoup de nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur. C'était la force des Japonais de ne pas diffuser l'information. Ben exactement. Mais par contre, il y avait quand même... Il y a toujours un underground. Tu prends n'importe quel groupe, là, ils se développent des réseaux, des fois, avec des techniques très ingénieuses. À Hong Kong, justement, il y avait un prisonnier qui était d'origine portugaise. Comment il s'est retrouvé à Hong Kong? Je ne sais pas. Mais il y avait un prisonnier portugais qui était parmi leurs rangs. Puis il y avait, lui, une certaine connaissance, c'était un patenteux, comme on dirait, là, qui avait réussi à se construire ou se fabriquer un récepteur radio qui marchait plus ou moins. Là. Donc, il y avait quand même une certaine notion là, de ce qui se passait à l'extérieur. La nouvelle de la tombée de Hitler a fait le tour, là, particulièrement à Hong Kong. Donc, les gens savaient que, OK, on semble avoir réglé le cas, là, en tout cas, pour ce qui est d'Europe. On savait là, que la guerre était, comment on dirait en anglais, une full swing, là, en plein essor là, au Pacifique. On savait que les Américains s'en venaient. Oui, puis il n'y avait pas de... C'était l'avance vitesse grand V, malgré la résistance. Oui. Oui, ça a été des Japonais, carnage. Des 24 000 soldats
faire une dizaine de prisonniers pour Ouais. des îles. Là. Je me souviens plus du nom exactement de la bataille, là, mais dans la longue série de reprises de... C'est ça, là, Iwo Jima, etc., là. Donc, on se retrouve au mois d'août 1945. Les gens se rappelleront que les Américains ont largué la première bombe atomique sur la ville industrielle de Hiroshima. Quelques jours plus tard, ils largua une deuxième bombe atomique sur la ville de Nagasaki, qui a fait que les